Ben, il convient que je salue, avant vous, que je salue notre public, en leur disant, leur réitérant l'immense plaisir que nous avons d'être avec eux, d'entrer dans leur foyer, dans leur intimité, de leur apporter, si possible, un éclairage sur les phénomènes actuels, de l'actualité, de société, de culture, pas de cinéma, ou si, de cinéma aujourd'hui, vous allez découvrir ça, et de musique. En saluant d'abord, à toute dame, tout honneur. Hein. Eh bien, bonjour. Bonjour Madame Marceline. Bonjour. Et jeudi, c'est 28 octobre, nous enregistrons l'émission. Donc, c'est Jour international créole. Donc, mon cas dit, vous êtes contents, vous autres. Mon cas dit, tout le monde qui a regardé nous, bel bonjour. Et puis, mon mettait à l'honneur 3 madames. Parce que, Sumène Tala, Suzanne Dracius, qui c'est en autrice martiniquaise, eh bien, ils reconnaissent à Washington que ça a été écrit, t'es mérité récompense. Première madame. Deuxième madame, c'était Eusanne Palti, qui en association mettait à l'honneur Sumène Tala. Et puis troisième madame, non, c'est en Guadeloupéenne, c'est Hélène Morton. Hélène Morton, maman est avocat, papa est avocat, frère est avocat, il était lui-même avocat. 19 ans. Ouais, et puis il venait magistrat, il était vice-procureur, et puis la Sumène Tala, il a installé cour d'appel Bastet. Ça veut dire que c'est un degré en plus. Avocat général. Avocat général. Alors moi, mon cas pensé que peut-être que dans pas longtemps, il y a joindre en Mounco Marcel Dorline Carter, qui était avocat général à la Cour de cassation. Maurice Lafortune, qui est avocat à la Cour de cassation. Donc, a pensé que. Oui, cette rose. Et nous avons pensé qu'un jour, nous avons Hélène Morton comme avocat général à la Cour de cassation. Bon, écoutez, Mission est terminée. Oui, notre mission est accomplie pour le roi du créole. Et je découvre que Daniel Marceline parle excellemment le créole. Serge, que penses-tu? Je sais quoi. Quand je regardais les yeux des messieurs qui sont en face de moi, ils étaient admiratifs. Oui. Moi, je n'ai pas osé regarder parce que je suis à l'antenne. Christian, comment ça? Encore, on a dit, à qui on il faut un chaos? Un petit faute. Tout le monde dit faute quand même. Mais tel que je la connais, je ne vais pas enlever à son mérite, mais c'est préparé parce que c'est une perfectionniste. Tu penses que c'était naturel? Ah bon. Et dis, comment ça va, mon ami? Ça va bien. Moi, dès que tu vas bien, mais écoute, je te suis. Quand tu es là et quand Christian est à tes côtés, je me sens fort. Encore qu'avec mes deux comparses, là, la semaine passée, on a descendu une émission comme des chefs. Hein. Ah ouais. Bon, mais on a besoin de. Pas là, en fait. On a quand même besoin de vous. C'est pas ça que je voulais dire. On a besoin de vous. On a quand même besoin de vous. Bon, laissez-moi égrener rapidement. Parce qu'on m'a dit que la dernière émission, je n'ai pas été maître de l'horloge, maître du temps. Et que nous avons beaucoup de sujets à développer. Donc, j'avais d'abord raccourci les miens pour gagner du temps, pour vous laisser à vous beaucoup plus d'espace sonore. En vous expliquant qu'on continue sur les choses importantes qui se passent en France, que le Sénat a adopté le projet de loi portant la modulation de l'assurance chômage selon la fameuse conjoncture économique. On a déjà bien expliqué la semaine passée, après l'avoir durci avec une mesure pénalisant les refus répétés de propositions de contrat à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée. Vous aviez un contrat à durée déterminée, vous bénéficiez de l'assurance chômage, on vous propose des contrats, au bout du 3e contrat à durée indéterminée qu'on vous propose, d'accepter pas, chappez, vous n'avez plus de droit. Motion de censure, on ne va pas retenir, réexpliquer du succès. En tous les cas, je ne sais pas si ça vous épate que la vie de l'Assemblée, ça vous étonne, vous surprend. La vie de l'Assemblée se passe maintenant sur la question des motions de censure. Motion de censure sur le début de la loi de sécurité sociale, motion de censure sur la loi de finances, motion de censure, que finalement ça finit par devenir un peu comme la guerre d'Ukraine. On commence à être un petit peu indifférent. Et c'est pas bon, parce que la guerre d'Ukraine, elle est peut-être loin, mais ce qui se passe au Parlement nous concerne directement. Monsieur ça est fini de toute façon, puisqu'il y a un nombre maximum de fois où tu peux utiliser le 49. Absolument. Ouais, c'est bientôt fini. On avait bien. Alors, une petite information que je ne veux pas vexer Daniel, mais enfin, je veux parler de ça quand même, que l'Italienne Sara Tunzi, suspendue 12 matchs après avoir mordu une adversaire. Après son vieux geste contre le Japon. Non, mais je ne veux plus appeler cette information, mais je me suis dit, c'est pas. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Les Japonais FT Cook. Bon, je continue. Bon, du coup, elle ne pourra pas participer au quart de finale contre l'équipe de France. Autre petite information qui est un petit peu coquine,
taquine, pas coquine. Avec le MeToo lesbien, des femmes dénoncent les violences entre femmes. Je trouve ça extraordinaire. Généralement, les hommes sont des méchants, des vilains, des malheureux. Là, c'est MeToo lesbien dénonce la violence entre femmes. Par contre, une information beaucoup plus sérieuse, je vais accomplir mon devoir, parce qu'on m'a demandé de traiter ça sérieusement, c'est que le 1er novembre 2022 commence le mois sans tabac, et il revient pour la 6e édition, le mois sans tabac. Chaque année, cet événement est l'occasion pour les fumeurs de rejoindre un mouvement collectif, les invitant à s'engager ensemble dans une démarche d'arrêt de tabac pendant un mois. C'est difficile. Les fumeurs sont invités à se préparer à arrêter, et donc à quoi faire? Donc à participer à un défi en s'inscrivant sur un site internet, messieurs les fumeurs, je vous le dis, dédié Mois sans tabac et sur l'application Tabac Info Santé. Plus de 2 millions de participants, en tous les cas pour la Martinique. Il y en a eu en 2016, 2286. C'est pas mal. On peut laisser la cigarette. Je dois fêter mes 40 ans l'année prochaine. Bravo. D'abandon de la cigarette. Comme un petit peu les alcooliques anonymes. Voilà, 40 ans. Une évolution institutionnelle au service de la population. Nos élus ont rencontré M. Darmarin, ils ont rencontré Gérald Darmarin, ils ont rencontré ensuite M. Carenco. Avec Darmarin, ils ont parlé que d'affaires institutionnelles, et puis avec M. Carenco, ministre délégué, ils ont parlé du tutti frutti, savoir l'énergie, eau, approvisionnement. Enfin, ils sont en train de travailler ça. Il faut quand même qu'on en parle, parce que quand le sujet va arriver, tout le monde va dire, qu'est-ce qu'ils ont fait sans nous, donc nous sommes obligés de parler. Jingle pour l'actualité, s'il vous plaît. Alors, sans parler directement de la guerre, Christian me l'a fait remarquer, de la guerre en Ukraine, parce que c'était un peu comme le Covid, on finit par lasser les gens, qu'est-ce que vous voulez. Surtout que l'actualité, les journaux, la presse nationale en parle. Il y a des petites choses intéressantes autour, périphériques à l'Ukraine m'intéressent. Depuis le début du conflit en Ukraine, soit le 24 février, déjà le 24 février 2022, plus de 100 000 Ukrainiens ont trouvé refuge en France. Afin d'apporter un soutien aux familles qui hébergent des personnes déplacées, le gouvernement a annoncé le versement d'une aide de 150 € par mois pour les 11 000 personnes accueillies. Souvenez-vous qu'on avait traité tous les dispositifs particuliers d'aide aux enseignants pour assurer une bonne rentrée scolaire aux petits Ukrainiens. Christian, je crois que c'est toi qui traites ce sujet. 11 000 familles. Hein. Ouais, 11 000. Alors, oui, 11 000 familles. Petit rappel, alors l'Ukraine, c'est 45 millions d'habitants. Ouais. C'est 603 000 km². Donc c'est plus grand que la France, mais c'est moins peuplé que la France. Aujourd'hui, il y a 7 millions d'Ukrainiens qui sont réfugiés ou exilés. Ouais. Voilà. Alors, ils sont exilés ou réfugiés. Ils sont en Allemagne, ils sont en Suède, ils sont en Pologne surtout, ils sont en Slovaquie, ils sont en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, donc ils sont un peu répartis dans l'Europe. Et en fait, il y a 2 millions qui sont en Europe, globalement. Et il y a 5 millions qui sont réfugiés en Russie. On va en parler tout à l'heure. Sur tous ces réfugiés ou ces exilés, il y a 80% d'enfants et de femmes. Oui, parce que les hommes sont à la guerre. Voilà. Alors, l'Europe a mis en place un dispositif qui s'appelle de protection temporaire. Bien évidemment que la France applique, et cette protection temporaire se caractérise notamment par l'obtention d'un livret d'accueil pour tous les déplacés en Ukraine. Alors, ça demande effectivement une organisation logistique très importante. Il faut avoir des hébergements, il faut avoir des familles d'accueil, il y a des associations d'entraide, il faut aussi garantir les questions sanitaires, les questions médicales. Vous voyez, ça demande tout un staff d'organisation. Alors l'État a la responsabilité, bien évidemment, au niveau des départements ou des territoires, c'est les préfets qui ont cette responsabilité. Et puis, tout à l'heure, on parlait effectivement des 5 millions qui sont... Petite parenthèse aussi pour vous dire qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui partent et qui veulent revenir. Oui. On estime qu'il y a 2 millions qui reviennent. Alors, est-ce qu'ils restent après? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une situation bien compliquée. Et puis, parlons des 5 millions qui vont en Russie, alors dans des conditions les plus diverses possibles. Vous voyez bien que les Russes, parfois, quand ils estiment que l'armée ukrainienne progresse, ils demandent aux gens de partir, ils bombardent,
Et finalement, alors ce sont des réfugiés qui sont contraints. C'est pour ça que Zelensky et son staff, ils disent que c'est un déplacement autoritaire. Oui, c'est considéré comme voilà, comme absolument. crime de Et guerre. les Russes considèrent que eux, au contraire, ils accueillent des Ukrainiens qui fuient, n'est-ce pas, l'armée de Zelensky. Très important. Donc, situation très, très, très compliquée. Et puis, en plus, on peut se demander, puisque vous voyez que toutes les régions qui ont été annexées par la Russie, alors si les Ukrainiens y vont, rappelons que dans ces régions, il y a la loi martiale, c'est-à-dire couvre-feu, interdiction de rassemblement, limitation de communication téléphonique. Véritablement une situation très compliquée. Oui, atroce. Très bien. Ce que je pense, c'est qu'un jour, pour les petits Maliens, pour les Rwandais, pour les Béninois, pareil, on va prévoir un carnet, l'Europe va prévoir donc un accueil de ces populations dont le pays était sucé par la colonisation. On peut s'interroger. Il parle de civilisation. On va faire un débat, mais j'espère que non. J'espère que les Européens et les autres vont comprendre qu'il faut laisser les gens tranquilles chez eux. Riche échange entre lecteurs et auteurs du dialogue improbable entre un afro-descendant et un béquet. C'est toi qui peux traiter ça avec sagesse, Daniel. Oui, alors je pense que maintenant on commence un peu à avoir cette page de couverture où on voit Steve Gadet et Emmanuel de Rênal. Alors, pour rappeler, pour ceux qui ne sauraient pas, donc Steve Gadet, c'est quelqu'un c'est un Guadeloupéen, qui est enseignant et qui est très impliqué, très militant, avec les activistes, mais qui est quelqu'un qui a une très grande ouverture d'esprit et une très grande culture. Emmanuel de Rênal, on le connaît aussi. Emmanuel, il est chef d'entreprise, mais il est aussi à tous créole. Et Emmanuel écrit beaucoup. Et quand il a écrit un livre qui s'appelle Ubuntu, Steve Gadet lui a fait une critique. Emmanuel lui a répondu et ils ont décidé comme ça d'échanger ensemble et Steve a dit mais j'invite Emmanuel sur mon terrain qui est un terrain vague à Shellcher. Emmanuel est venu, il était assez étonné et ainsi a démarré un échange et petit à petit ils ont décidé de cet échange d'en faire un témoignage écrit. Et si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une présentation du livre en Guadeloupe. Alors, oui. Guadeloupe qui est le pays de Steve. Alors il y a eu déjà plusieurs présentations et la semaine dernière, donc ils étaient en Guadeloupe et dans la salle il y avait des lecteurs, mais il y avait des gens qui étaient très critiques, c'est-à-dire, mais dans un dialogue qui a toujours été un dialogue constructif. Et c'est-à-dire que chacun avait ses positions qu'ils affichaient, mais écoutait la parole de l'autre. C'est-à-dire que, et c'est ce que Emmanuel et Steve ont fait, chacun écoutant la parole de l'autre, et ça permet cet échange constructif à chacun en plus d'apprendre. Et moi je crois qu'on pourrait saluer de la part de Steve et d'Emmanuel une valeur qui, je trouve, quelque peu en perdition, qui s'appelle le courage, c'est-à-dire des gens qui acceptent d'assumer leur position et qui prennent des risques parce que Steve a été critiqué par certains militants, Emmanuel a été critiqué par d'autres, il a même essuyé un crachat lors d'une signature. Donc ce sont des personnes qui prennent position et je crois que la Martinique et nos îles ont besoin de ça. Très bien. L'une des plus sérieuses entraves à la bonne compréhension du créole est assurément l'influence, consciente ou non, du français sur la façon de l'écrire, l'enseigner, l'analyser et peut-être plus encore de l'écrire. J'ai trouvé ce petit travail d'analyse fait par Clément, comment il s'appelle, Clément Olouza. Et j'ai pensé que c'est Serge qui pourrait, un bon enseignant qu'il a été, nous exprimer la pensée et nous dire ce qu'il pense de ce que pense l'auteur de cette étude. J'ai beaucoup aimé, parce qu'avec la prolifération des dictées créoles en plusieurs lieux, finalement, on fait comme pour le français. Et je suis d'accord avec lui, on donne une place de choix à l'orthographe. En français, je rappelle que l'orthographe, c'est le must. Ouais. C'est l'épreuve qui vous donne un statut. Vous maîtrisez, vous connaissez la grammaire, la syntaxe, les conjugaisons, le vocabulaire, les fonctions, etc. etc. Donc, les anciens, personne ne se souvient de 5 fautes 0. Oui. Ouais, 0 sur 20. Vous faites 5 fautes en orthographe, vous aviez 0. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Alors que dans le cas contraire, vous êtes dans l'élite. L'orthographe sert pratiquement, l'orthographe en français sert de classement dans la société. On a longtemps estimé que les bons élèves avaient une excellente orthographe et vice-versa. Alors les autres, bon, je ne fais pas de commentaires. Bon, des patrons, des entreprises ont sélectionnent toujours leurs futurs collaborateurs sur l'orthographe dans la lettre de motivation.
puisque tout le monde sait faire des lettres de motivation, mais celui qui fait moins de fautes. À croire que si vous ne maîtrisez pas une langue par écrit, si vous ne la connaissez pas, même si vous la parlez correctement. C'est une question. Alors, une langue, si je rappelle, permet la communication entre les individus. Elle peut être écrite, certes, mais elle est surtout orale. Ça demande réflexion, ce n'est pas un avis, vous en conviendrez. Ouais. Et j'étais assez curieux à cause de Gérard, comme d'habitude, et j'ai feuilleté le bulletin officiel du 8 septembre de la République française, du 8 septembre 2011, qui cadre l'enseignement du créole pour l'école primaire. Alors, le texte insiste sur comprendre, réagir et parler. Comprendre à l'oral, parler en continu, lire. Et en 5e position, qu'en 5e position, écrire. Alors, il précise écrire pour décrire, écrire pour légender, écrire pour produire des textes, écrire pour renseigner des questionnaires, etc. J'ai pu laisser passer, puisque c'est long, c'est long. Mais je n'ai pas vu de consigne particulière sur les dictées. Ouais. Alors, certains observateurs s'interrogent sur cette dictée, notamment créole, notamment Clément Rolosa. Qui devient l'épine dorsale de l'affaire du créole. Voilà, auteur d'une tribune dans le magazine Antilla. Et il estime, je cite, parce que j'ai beaucoup aimé, à imiter les Français et les autres, parce que peut-être on peut imaginer qu'on fait des dictées anglaises en Italie, tout ça, à imiter les Français, nous tomberions assurément dans une forme d'aliénation culturelle que bien souvent s'applique à dénoncer ce qui précisément se font les champions de la dictée créole. Waouh! Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris le constat, le reproche, plus vous pratiquez la dictée créole, plus vous imitez la dictée française de M. Pivot, plus vous seriez fondamentalement assimilationniste. Wow. Je suis fatigué. La question est posée, mais je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Le débat est lancé. Mais je peux quand même me demander, a-t-on vraiment uniformisé l'écriture de notre langue? Deuxièmement, d'une dictée créole à Fort-de-France à une dictée créole au Saint-Esprit, y a-t-il unité et y a-t-il pas de différence de graphie? Et troisièmement, est-ce que parler une langue implique automatiquement de bien l'écrire ou de bien la lire? Ce sont juste des questions. Mais au fond, ce que je pense réellement, moi qui suis un vrai analphabète créole, n'ayant jamais appris cette langue dans mes diverses écoles, ni même dans ce qu'on appelle le temps libre, quand rendra-t-on obligatoire l'enseignement du créole à tous les niveaux, au même titre que le français et les autres langues étrangères? Et je dis de la maternelle à l'université. Après, dictée ou pas dictée, on aura bien le temps si notre culture, ce que j'appelle, grâce à notamment M. Bernard Alaric, les humanités créoles, si notre culture, donc, si nous sommes enseignés dans les programmes scolaires. Je répète, de la maternelle à l'université. Oui. Alors, c'est encore le débat là. Est-ce qu'on peut lui poser une question? Courte, Est-ce que le choix du Saint-Esprit est une volonté? Non, c'est parce qu'il y a une dictée créole. Il y en a plein d'autres. Oui, non, parce que j'ai beaucoup aimé que M. Boutrin organise une dictée créole chez Fred Michel Thiraud, c'est tout. Non, mais il ne faut pas dévoiler les choses. C'est la subtilité. Notre métier fait de subtilité. On n'est pas comme chez les autres qui disent des noms. On fait des choses à contre-temps. Je vous en prie, messieurs, de la finesse. C'était une question. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien, les banquiers des Caraïbes se réunissent cette Lucie. Alors, en même temps que plus de 200 banquiers professionnels, 200 banquiers des services financiers du monde entier se réunissent à cette Lucie, l'autorité de l'OECS, ou bien l'ECO, soutient la démarche de la France, ça je vais prendre mon temps, qui a entamé des démarches pour son retour au capital de la Banque de développement des Caraïbes. Cette opportunité permettra à la Martinique d'être éligible au financement de la BDC et aux entreprises de répondre aux appels d'offres de la principale institution financière des projets de l'OECS. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est Barajo. Merci beaucoup. Donc, on parle argent. On parle argent. Et développement. On parle business. On parle business. Bon, on va quand même revenir aux réalités qui me semblent importantes. C'est combien ça pèse globalement le système financier et la création de richesse. Ce qui m'intéresse, c'est dans la Caraïbe, combien on pèse, combien chaque pays pèse, et de manière comparative, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des centaines de banquiers qui se sont réunis, c'est souvent
des personnels de banque. En fait, ce n'est pas forcément des banquiers. Ce sont des spécialistes de la finance. Voilà. Et ça se fait un peu partout dans le monde. Et là, dans notre région, il est utile que ça se fasse. Mais revenons aux chiffres. Autour de nous, il y a des pays qui font fantasmer beaucoup les Martiniquais sur leur capacité à être autonomes, voire indépendants, à prendre des décisions, à faire des choses que nous ne faisons pas. Parce que nous aussi, on aurait aimé réunir les gens de notre famille caribéenne et puis discuter avec autant d'aisance, faire venir des banques africaines, des banques indonésiennes. Ça aurait été sympa. Mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que quand un Martiniquais crée par son travail, son activité économique 10 euros, un Saint-Lucien, lui, il crée 1,70 €. Explique-nous ça. On mesure la création de richesse à travers des instruments techniques, notamment le produit intérieur brut. Le PIB, c'est une soustraction. C'est ce que vous avez gagné ou vendu, moins l'argent que vous avez utilisé pour créer cette richesse. Quand on fait la soustraction, ça fait ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Bénéfice, quoi. Voilà. C'est pas tout à fait un bénéfice, une valeur ajoutée. Et quand vous additionnez toutes les valeurs ajoutées qui ont été faites par tous les acteurs économiques, ça fait le produit intérieur brut. Donc on enlève les touristes qui amènent de l'argent, mais produit intérieur brut. Je vous donne celui de la Dominique. 0,5 milliards par an. Ok. Nous, en Martinique, c'est 10 milliards. Vous savez que Elon Musk vient de racheter Twitter. Il a payé 44 milliards de dollars. Wow. Pour que la Dominique fasse 44 milliards de dollars, il faut 88 ans. Ok. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça non pas pour dénigrer, non, je dis ça parce que il faut qu'on nous soyons conscients. Il y a beaucoup de gens chez nous qui disent mais c'est fort, nous faibles. Non, c'est pas ça. Ce type de comparaison est totalement vaine. C'est plutôt la menace que représente pour nous le fait de vivre dans un océan de misère. Parce que les gens qui vivent, nous on vit avec 10 euros, la même personne le même être humain vit avec 1,70 € à 30 km de chez nous. Et je t'arrête. Comment se fait-il que lorsqu'on entre dans les supermarchés de Saint-Lucie ou la Dominique, qu'on ne trouve pas des prix qui correspondent à ce niveau de vie? Il y a donc une minorité qui est vraiment privilégiée. C'est encore un problème que j'ajoute. Ah oui, là tu ne fais qu'apporter de l'eau à mon moulin. Les centaines de milliers de personnes qui sont autour de nous, 160 000 à Sainte-Lucie, 110 000 à Grenade, 120 000 à Saint-Vincent, ne pourront pas indéfiniment rester chez eux. Une partie d'entre eux partent, comme chez nous, vers les anciennes métropoles. Mais l'autre partie n'a pas les moyens de prendre un avion pour aller vivre au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis. Donc, la porte de sortie possible est à 30 km. Et ils vont venir, c'est mécanique, et c'est même plutôt une bonne nouvelle. Oui. Donc, dans ce décor-là de gens qui, chez nous, disent, vous voyez, nous devrions faire comme eux, il faut que les gens arrêtent, il faut qu'ils disent la vérité. Et la vérité, c'est que Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent, Saint-Kitts, Antigua, Dominique portent des peuples qui ne pourront pas, plus longtemps que ça, vivre dans la misère. Donc c'est gentil de rassembler des banquiers pour parler technique bancaire, etc. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que la mondialisation, l'ouverture des frontières, les réseaux sociaux vont pousser mécaniquement ceux qui sont loin de la dignité à venir la chercher. Et nous sommes ici une terre d'opportunité de dignité. C'est déjà le cas. Oui. Pour les Haïtiens, c'est le cas. Oui, notamment. Mais ça, ce n'est que le début. Très clairement, les gens raisonnables, mais qui n'ont pas le droit d'en parler, donc je vais en parler, qui commencent à réfléchir, disent très clairement que la Martinique, dans les 50 ans qui viennent, aura plus de 600 000 habitants et que ce sont à 80% des gens originaires de la région. Ce scénario catastrophe, ils vont dire mais c'est du n'importe quoi. Ce scénario catastrophe avait été
imaginé pour la Guyane dans les années 80, et c'est une réalité. 85%. Et personne n'y croyait. Ah non, mais pas du tout. Mais 85% des gens qui habitent le territoire de la Guyane ne sont pas nés en Guyane. C'est-à-dire que, en d'autres termes, nous ne serons pas seuls, nous ne serons jamais seuls. Jamais. Qu'est-ce que je voulais dire Je suis désolé, Jean. Non, je voudrais expliquer à notre... Très bien. Monsieur Tali, s'il vous plaît. Je voudrais expliquer à nos auditeurs comment ça se passe. Vous voyez, on prend un sujet, voici comment ça se passe à contre-temps. On prend un sujet qui paraît tout à fait banal, des banquiers qui se réunissent, le SCS qui dit bravo, la Banque de France, la France va rentrer dans une banque de développement local, et on donne ça à l'un des participants et on vous donne ce rendu. Mes félicitations, monsieur Garage. Mes félicitations à vous tous d'ailleurs pour le travail que vous faites. Jingle, société. Cocaïne. Alors pourquoi je dis ça comme ça? Je vais changer de paradigme. Cocaïne en Colombie, la culture de la coca atteint un niveau historiquement haut. 204 000 hectares de plantations de feuilles de coca ont été recensés dans le pays en 2021, en augmentation de 43%, ça fait presque le double par rapport à 2020. La production de cocaïne est également en hausse. Je pense que Christian, tu pourrais débattre de ça. Oui, c'est un sujet qui est très actuel. Hein. On a parlé il n'y a pas très longtemps des trafics qu'il y a, par exemple, de la Guyane et tout. Effectivement, la Colombie est le potomitan de la production. Alors, à côté, il y a la Bolivie et le Pérou aussi qui produisent un peu de cocaïne. Mais il y a deux régions, la région de Putumayo et la région de Nariño, tout près de l'équateur, qui sont les régions les plus productives de cocaïne en Colombie. Et puis il y a des régions aussi. Avec des surfaces énormes, près de 100 000 hectares. Oui, de côté. Tu l'as dit tout à l'heure, 240 000 hectares. C'est deux fois la Martinique. Ouais. Absolument. Cocaïne. Et tu l'as dit aussi, plus 43%. Plus 43% d'augmentation. Voilà. Ouais. On peut dire aussi que la cocaïne est considérée comme la star mondiale de la drogue. Oui. On imagine dans quel milieu la cocaïne est peut-être les milieux les plus huppés, quoi, hein, compte tenu c'est pas la drogue du pauvre en tout cas, hein, me semble-t-il. Et 50 € le gramme. Oui, voilà. Les USA sont les plus gros consommateurs. Alors il y a 1010 tonnes qui ont été consommées en 2020 et en 2021 1400 tonnes. Donc on voit la progression. 1400 tonnes. 1400 tonnes de cocaïne, voilà. Alors, Gustavo Petro, qui est le nouveau premier ministre de la Colombie, et le premier président de gauche, président de gauche, il a dit quelque chose d'important, il a dit la guerre contre les drogues est un échec. Ouais. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on parle de comment limiter, etc. Alors finalement, il dit qu'il faut changer de stratégie. Oui. Il a dit que les stratégies de guerre irrationnelles ont toujours été appliquées. Et aujourd'hui, sa volonté, c'est premièrement, effectivement, de favoriser une information la plus large possible pour faire en sorte que les consommateurs puissent baisser en quelque part. Mais deuxièmement, son orientation, c'est aussi de considérer qu'il faut une autre politique agricole. Parce que vous savez que la Colombie, c'est l'un des 7 pays du monde les plus productifs, avec un potentiel agricole les plus développés. Oui. Okay ? Paradoxalement, si vous voulez, la cocaïne représente quand même une part non négligeable. Alors aujourd'hui, il veut que la Colombie change son fusil d'épaule. En substituant des activités agricoles autres. Absolument, mais tout à fait. Et la rentabilité, parce que pour notre information, la Colombie, c'est déjà l'un des premiers exportateurs de fruits et légumes en Amérique du Sud. Oui, donc le potentiel est là. Deuxièmement, la Colombie, c'est 43 millions d'hectares de disponibles pour l'agriculture et 20 millions seulement qui sont mis en valeur. Troisièmement, il y a véritablement une incitation du gouvernement pour effectivement faire un peu changer un petit peu les pratiques. Mais c'est vrai que la Colombie, c'est aussi une histoire très chaoteuse, très agressive à travers le FARC, à travers tous les groupements armés, qui d'ailleurs, dont l'activité principale, c'est de vendre de la cocaïne pour acheter des armes. Donc, si on arrive à mettre la paix un peu dans ce pays, peut-être qu'à conjointement avec des politiques nouvelles d'incitation, ça pourrait effectivement donner des résultats un peu plus intéressants. Nous avons fait notre part, nous en avons parlé, mais enfin bon, peu d'espoir. Il dit l'indice de réparabilité est étendu à de nouveaux produits à partir du 4 novembre.
on ne sait rien de la durabilité. C'est-à-dire, dans d'autres termes très simples, tu vas acheter un frigidaire, sur quoi tu te bases pour savoir qu'il va te durer plus longtemps, qu'il est de meilleure qualité. Tu achètes une machine à laver la vaisselle, tu ne sais pas, tu es dans le brouillard, à prix égal, tu demandes, tu demandes au réparateur lequel vous voyez le plus souvent, alors lui il te dit n'importe quoi, mais donne-nous des éléments plus sérieux sur ça. Bon, je pense qu'il faut que vous puissiez aller sur un site qui s'appelle indiceréparabilité.fr déjà. Vous allez tout apprendre de ce qui est, de mon point de vue et du point de vue des spécialistes de la consommation, notamment 60 millions de consommateurs et toutes les organisations de consommateurs, une véritable arnaque. Mais il faut qu'on vous explique pourquoi. En fait, la concurrence ne va plus se faire sur les prix, vous le savez. La volatilité des prix, on ne comprend plus rien. Oui. Vous avez vu des affiches, probablement 50% de réduction sur des pièces détachées automobiles. Ouais. Qu'est-ce que c'est que comment est-ce possible Ouais. avec la montée des prix? Bon, donc c'est plus sur les prix que ça va se jouer, c'est sur ce qu'on appelle les avantages déloyaux. J'aime bien ce terme, l'avantage déloyal. Et en fait, il y a des lobbies qui poussent les États à prendre des réglementations qui permettent de jouer sur d'autres leviers de concurrence. C'est-à-dire que, regardez l'écran, quand vous avez une note de réparabilité de 1,5 sur 10, vous êtes pourri. Même si vous avez un super prix. Tandis que quand vous avez 9 sur 10, vous êtes meilleur. Et on ne s'occupe plus du prix à ce moment. C'est fini. On ne regarde plus les prix, puisque, madame, vous achetez ça. Ça coûte 5 €, d'accord, mais ça ne sera pas réparable. Donc, au lieu d'en acheter 5, en se disant... Acheter un bon, comme avant, comme on faisait avant. Comme quand on était enfant, le frigidaire durait toute la vie. Voilà, bon. Mais là encore, donc vous avez vu que c'est une arnaque. C'est des types qui payent. Mais pourquoi une arnaque? Mais c'est une arnaque parce qu'en réalité, il y a un deuxième facteur sur lequel on ne va pas mettre de note. C'est le fameux taux d'obsolescence. Oui, d'accord. Ah, il peut être réparable. Programmé, volontaire. Expliquons. On fait en sorte que vos appareils aient une durée de vie limitée. C'est-à-dire qu'il y a une petite pièce à l'intérieur, au lieu de la mettre en place. Juste après l'époque de la durée de garantie. Voilà, ça tombe en panne. Donc il y a une petite pièce. Les types nous ont posé la question de savoir, mais comment, je me souviens à l'époque, on avait fait une émission sur une autre chaîne, mais comment? La pièce, au lieu de la faire en titane, on l'a fait en plastique. Oui, Comme ça, il a chauffé, puis il a fondre. Ok? Bon. Donc, l'arnaque, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de note sur le taux d'obsolescence. On est bien d'accord. Ok? Puisqu'elle est programmée. Mais on va mettre un taux sur la réparabilité, parce que ça ne mange pas de pain de réparer. Attends, c'est-à-dire changer la petite pièce en plastique. Voilà, donc on la change, mais en réalité, on sait très bien que ce n'est pas ça qui va faire en sorte, ce n'est pas le changement de la petite pièce qui va faire en sorte que vous allez en avoir marre, c'est que quand vous aurez changé 2 fois la petite pièce, vous allez dire, c'est bon, ça suffit. Quoi. Et vous avez déjà vu des maîtresses de maison ou des maîtres de maison qui, au bout d'un moment, dit bon, foutez ça en l'arrière, alors qu'elle avait 9,5 points sur 10 de réparabilité. Mais comme il a tombé en panne, c'est pas réparer qu'il faut, c'est l'obsolescence. Donc, méfiez-vous de. C'est comme les notes qu'on donne aux produits pour leur côté. Développement durable, vous avez vu les verts, l'économie. La multiplication des labels, en fait, est la nouvelle stratégie marketing des marques. Terminé. Impressionnant. Il y a quand même une marque automobile qui avait délibérément dit c'est 7 ans. Et ils garantissaient tous leurs véhicules à 7 ans. Kia, pour ne pas la citer. Volvo aussi avait fait ça. Donc, c'est pour vous dire très rapidement 2 mots. On dit que tu es déçu.
Je suis déçu parce que il va donner de l'espoir, il va dire oui, un progrès, les consommateurs. Mais c'est tout vrai. Bon, je projette le sujet. La contrée est malheureuse sur la pollution de l'air. Je crois que c'est moi qui dois Oui, c'est toi, oui. L'État est condamné, ça c'est l'État est condamné, ça sonne fort. La deuxième fois à une amende, exactement, à une amende record de 20 millions d'euros. La deuxième fois, donc je ne vais pas le répéter après toi. En août 21, il avait déjà été condamné à verser 10, maintenant c'est 20 millions d'euros. Alors je me suis dit, mais l'État est condamné à payer 20 millions d'euros par cause de la pollution de l'air. Et pourquoi ça? Parce que chaque année, il y a 40 000 personnes qui meurent. Du fait de 40 000 personnes qui meurent. C'est presque la moitié de la population, un peu moins que la population de Fort-de-France. C'est 20 fois le nombre de morts sur les accidents de la route. Voilà. Merci, M. Marajo. Donc, vous avez compris pourquoi c'est important. Et ça fait quand même plaisir d'appartenir à un système chaotique, insuffisant, mais qui permet au moins de tenter de stigmatiser l'indifférence des politiques. Qui c'est qui en bénéficie? Ça va être les associations, principalement celles qui avaient lancé la première procédure, peu importe son nom, mais toutes les associations qui luttent effectivement pour notre santé vont bénéficier de cette condamnation. Alors c'est quoi maintenant la pollution? C'est dioxyde d'azote, c'est toutes sortes de gaz pourris et putrides qui sortent des machines, des moteurs et des voitures. Et des usines? Et des usines. Enfin, les usines sont un peu mieux contrôlées parce que théoriquement. Mais aussi, après, des usines aussi, mais les voitures, une fois qu'on a lâché, après, ça peut. Les visites techniques, tu parles. Je pense pas qu'il y ait des contrôles aux visites techniques de dégagement. Enfin, peu importe. Théoriquement, il y a des échappements qui sont à catalyptique, qui théoriquement, tout ça, quand je dis des choses comme ça, je regarde du Rajo, qui est le sceptique, qui va nous sortir. Mais tu as vu les dessins que tu projettes là? Voilà. Donc en tous les cas, on ne peut que bénir ou que se satisfaire d'une telle condamnation, et puis se dire qu'au fond, il y a une chose qui restera, c'est l'homme et puis la culture, mais avant un petit jingle, s'il vous plaît. Annie Ernaux remporte le prix pour son courage, selon l'Académie. Le prix Nobel de littérature. Pour son courage, selon l'Académie suédoise. En effet, elle a 82 ans, elle est récompensée pour, je répète, le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle, a expliqué le jury Nobel. Le reste, je te laisse déflorer. Oui, alors déjà, il faut saluer parce que c'est la première autrice française qui a eu le prix. On peut dire que l'autrice est féminine d'auteur. Ceux qui nous ils avaient compris. Mais il y a des nouveaux. Elle est nouveau. On amène au fur et à mesure, le peuple avance. D'où l'intérêt qu'une femme obtienne le prix Nobel de littérature, parce que ça permet de dire que c'est une autrice. Donc c'est une femme qui est issue de milieux très modestes. Et comme d'ailleurs pour nous les descendants d'esclaves, l'éducation, la culture, ça a été un moyen de promotion. Et c'est une femme qui est devenue, qui a eu le CAPES, puis agrégée de lettres. Et elle a décrit ce qu'elle qualifie d'être transfuge de classe. C'est-à-dire qu'en allant, grâce à la culture et à l'éducation, elle a elle a fréquenté un milieu différent puisqu'elle était en école privée. Et elle a vu la différence qu'il y avait entre ces deux milieux sociaux. Et donc, elle a passé toutes ses œuvres à décrire ce qu'était cette domination de classe qu'elle avait côtoyée et qu'elle vivait. Ensuite, en tant que femme, donc, elle a aussi écrit sur l'avortement qu'elle a vécu, sur le fait, ce que c'était. Elle a écrit un livre qui s'appelle La femme gelée, c'est-à-dire la condition de femme mariée. Bref, depuis 1974 où elle écrit sur ce qu'elle vit, c'est-à-dire que ce n'est pas un auteur de fiction. Et beaucoup de femmes se sont reconnues dans ce qu'elle décrivait, parce qu'elle décrit très bien une condition sociale et une condition de femme. Et c'est quelqu'un qui est traduit dans 40 pays, qui fait l'objet de thèses d'université.
Mais c'est quelqu'un aussi de très engagé, qui est engagé à l'extrême gauche, puisqu'elle soutient Mélenchon. On l'a vu défiler la semaine dernière, ou il y a 10 jours, aux côtés de Mélenchon sur la question de la vie chère. Et elle déclenche vraiment des critiques, c'est-à-dire que sa position politique fait que certains critiques ne perçoivent pas la dimension littéraire de ce qu'elle écrit. Donc il y a des critiques qui sont terribles. Quand vous regardez certains journaux de droite, on la décrit comme la RMiste du style. Enfin, des qualificatifs qui sont, je dirais, un peu mesquins. Toujours est-il que, moi, je pense que c'est une femme, quand on voit le nombre de témoignages, que ce soit en France ou à l'étranger, qui salue son parcours et ce que ça a apporté à ces personnes, quelqu'un qui fait l'objet de thèses, d'études à l'international et de traduction. Donc je pense qu'il faut saluer cette première Française qui a été prix Nobel de littérature. Donc en d'autres mots, dans tous les pays du monde, tout le monde éclate de joie à la désignation d'un natif comme prix Nobel de littérature ou autre chose. Sauf une catégorie de la France, des Français. Une catégorie, hein, parce que c'est pas tous, il ne faut pas quand même... Mais en France, elle a différent, on regarde comment elle vote, comment ce qu'elle pense, etc. Ben oui, parce qu'ils ne supportent pas qu'elle ait appelé à voter Mélenchon. Même si elle a appelé à voter Macron. Ma réflexion très intellectuelle, c'est mi-pays. Pendant que tu as la parole... On passe au cinéma sans jingle. Ah oui, un petit single pour te gagner. On va parler d'une femme, et d'une femme quasiment homme, The Woman King. Alors déjà, je voudrais faire un petit coucou à Nadia, puisque c'est la rubrique de Nadia qui nous manque toujours. Absolument. Alors, Woman King, donc on voit ici, et l'actrice principale, c'est Viola Davis. C'est important de le signaler. Alors, Woman King parle de l'histoire vraie, c'est-à-dire, quand je dis vraie, c'est de personnages qui ont existé réellement, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les Amazones du Dahomey, mais dont le nom réel... Quelle époque? C'est 17e, mais c'est également 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a deux périodes où on a beaucoup parlé d'elles, mais le film parle de la première période. Et elles ne sont pas appelées Amazones, mais elles sont appelées Agojé, parce que c'est comme ça, c'est leur nom. Et c'est l'histoire, donc effectivement, de femmes qui sont dans le film. Donc on voit comment elles s'entraînent, comment c'est un corps d'élite, et comment se fait la transmission, puisque Viola Davis, donc, qui est la chef des Amazones, la générale Nazca, et qui va devenir, c'est elle qui va devenir à la fin du film la Woman King, puisque elle va être choisie pour être à côté du roi. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, donc moi j'incite tout le monde à aller voir ce film parce que ça donne une image des Noirs, une image des femmes qui fait qu'on a une certaine estime de soi. Et en plus, c'est un film qui est, je dirais, qui rentre dans la complexité, puisque comme c'est l'histoire du royaume du Dahomey, on voit bien comment le Dahomey est en lutte avec d'autres royaumes d'Afrique, et que certains royaumes d'Afrique participent à la traite négrière, puisqu'ils participent à la capture d'Africains pour les vendre à des Blancs. Donc le film le montre. Donc il traduit bien la complexité de la période. Et Viola Davis, c'est une femme, donc une noire américaine, qui est multi-honorée, puisqu'elle a eu Oscar, elle a eu Award, elle a eu 2 Oscars d'ailleurs. Et c'est une femme qui, avec son mari, a créé une société de production qui produit d'ailleurs ce film, parce qu'en fait, ils mettent leur argent au service de la production d'afro-descendants pour restituer aux afro-descendants leur histoire. Et Denzel Washington l'a fait, puisqu'il a une société de production et il a créé aussi des films. Donc moi, je pense qu'il faut créer des images pour nous. On a besoin qu'on nous restitue notre histoire avec notre propre regard. Et je laisse à mon petit camarade le souhait de finir. Elle est gentille parce que moi aussi, j'ai adoré. En plus, j'aime beaucoup Viola Davis, les spécialistes sauront. Elle était dans La couleur des sentiments, pour ceux qui ont vu ce film. Elle était également dans Les Veuves, c'est elle la braqueuse en chef des veuves de braqueurs. Elle était, tu as parlé de Denzel Washington, elle était l'épouse de Denzel Washington dans Fences. Voilà, excellente. Et puis j'ai beaucoup, je ne la connaissais pas, découvert Toubo Mbedou, qui est... Bon, je ne dis pas quoi, qui est dans le film, et qui, malgré son physique d'adolescente, a 31 ans. J'ai vérifié. Alors, je voudrais signaler que Daniel a parlé de combat et tout des femmes, mais les actrices ont subi un entraînement physique, il paraît que c'était atroce, enfin, elle le raconte. Et puis, pour ceux qui aiment la musique,
je te fais. Pour ceux qui aiment la musique, il y a une des chansons du film My Power qui est chantée par Beyoncé, pour ceux qui savent. Et puis la musique du film, globalement, est l'œuvre d'un trompettiste originaire de Louisiane qui s'appelle Terence Blanchard, qui fait d'habitude les musiques des films de Spike Lee. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça va faire plaisir à Eddie Marajo et à Christian Boutan. Terence Blanchard, c'est un nom un petit peu martiniquais. La Louisiane, est-ce que ça ne fait pas un descendant de martiniquais? Voilà, c'est tout. Très certainement, j'en suis persuadé. Je pense qu'on a traité à peu près tout sauf la musique, donc il faut un jingle. Passe à Et on va confier au maestro Boutan le sujet qui traite de l'importance de la musique pour les esclaves afro-américains, noirs afro-américains, en ce moment, je veux dire, afro-américains. Alors, c'est vrai qu'on est un peu dans la même vibration, si je peux dire. Hein, parce que c'est vrai qu'on le sait, l'importance de la musique a été réelle dans toute l'histoire de l'esclavage. Hein, déjà, le patrimoine, c'était une manière pour les esclaves c'est-à-dire de réhabiliter leur patrimoine, de réhabiliter leurs pratiques, leurs cérémonies, etc. C'était une manière de résister, mais on verra très rapidement que les esclaves, ils étaient dans les univers des patrons, notamment des colons, et ils ont aussi adhéré à leur forme d'expression. Pire, au mieux, ils les ont modifiés. Voilà. Voilà, c'est toute la cruauté, n'est-ce pas, qui s'exprime. Et de ces modifications sont nées beaucoup de choses. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu des situations où les esclaves se rassemblaient très loin dans les bois. Et ils créaient effectivement ce qu'on appelle des camp meetings, où ils pratiquaient leur cérémoniel, leurs expressions musicales. Et ils partageaient aussi leur foi dans l'espérance de monde meilleur, parce que la musique a toujours, bien évidemment, alimenté les croyances, la religion, les pratiques religieuses. Alors, petit élément intéressant, on voit que dans les formes d'expression, les modes opératoires, c'était toujours qu'il y avait un lanceur et des réponses. C'est merveilleux, parce que c'est ce qui se passe dans notre musique. Voilà, on voit d'ailleurs Belay, Gros-Cas, Cassé-Corps, Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est toujours les mêmes formes d'expression. Les chants religieux sont qualifiés de tabernacle, puis de spirituels, et ensuite de négo-spirituels. Alors, il y a des phénomènes historiques, en fait des situations historiques comme la guerre de sécession, qui vont favoriser le développement des négos spirituels. Il y a également des dispositions qui ont été prises par le Congrès américain en 1807 pour interdire la traite des Noirs. Voilà. Alors, j'aimerais aussi vous dire qu'il y avait des chants de travail qu'on appelle des rock songs, qu'on assimile aussi au lassotais. Et ces rock songs sont établis pour scander le travail, permettent de rester unis dans l'adversité et permettent aussi de garder le rythme pour éviter le fouet. C'est quand même intéressant comme garder le rythme pour éviter le fouet. Stratégie. Absolument. Alors, les esclaves ont été évangélisés au sud également des États-Unis, et après cette évangélisation, les pratiques musicales des Noirs se sont développées très très fortement. En 1865, par exemple, l'esclavage est complètement aboli, ce qui donnera lieu à une explosion des chants blacks, le gospel, le blues, le jazz, propagés par des évangélistes itinérants, puisqu'on connaît bien l'histoire, comment ça s'est passé. Et de nos jours, la musique américaine est fortement alimentée par cette histoire. Okay? Et des formes d'expression comme le blues, le jazz, le hip-hop, le rhythm and blues sont omniprésentes dans le monde. Et paradoxalement, ce sont les produits positifs de cette histoire tourmentée de l'esclavage de l'Amérique. Voilà. Mais je crois que ce sont des choses à approfondir. Je pense que l'historien peut-être un petit mot à dire, mais c'est vrai que l'esclavage a favorisé, à la fois à titre de résistance, mais à la fois à titre d'exutoire, mais aussi a favorisé, bien évidemment, ces formes d'expression musicale qui, aujourd'hui, inondent le monde et font que la musique noire est partagée dans... Il a fallu l'esclavage pour faire naître le... vous savez... C'est horrible. Non, mais toute chose a son côté positif. C'est pas comme ça. Enfin, je sais déjà. C'est la rencontre. Quand un descendant d'esclavisé, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, fait du violon,
au 19e siècle, c'est extraordinaire. Parce que, je ne sais pas, je ne connais pas tout, mais je doute qu'il y ait eu des violons en Sénégambie à l'époque. Tandis que tu as déjà, au 19e siècle, des gars extraordinaires. Je cite juste le violon parce que c'est peut-être emblématique de la culture européenne, enfin, simplement. Moi, ce que je pense aussi qu'on peut retenir, c'est que l'être humain, lorsqu'il est confronté à une situation, la pire qu'elle puisse être, il a cette capacité de surmonter par une créativité. Et c'est sur cette parole brillante et merveilleuse de notre élément féminin. Oui, ce que tu veux. Que nous allons saluer nos téléspectateurs, réitérer nos encouragements, nos incitations à participer à nos travaux, parce que finalement on travaille. Hein. Ah ben bien sûr, on glosse pas, on n'est pas là pour échanger, faire des mouvements de menton en avant, etc. On est là pour travailler, partager avec eux le fruit de travail d'une semaine, expliquer les échanges que nous faisons sur les sujets que nous choisissons ensemble, on le fait une semaine. Il faut un coordinateur, il faut mettre les horloges. Et c'est pour ça que je vous salue. Et je pense que nous avons une petite vidéo qui s'appelle de Créole Majestic Symphonique, groupe. Vous allez voir l'influence de notre musique maintenant sur le monde occidental avec le thème Manikou Cabrolé. En fait, c'est Manikou Volant. Manikou Volant, qui est le thème d'Alexandre Stélio, Manikou Volant. À la semaine prochaine.